safety is a concern, and I'm sure that track and FIA and Formula One will do a change to it. On a encore eu un crash en GT cette année avec Jack Aitken. On sait ce qui s'est passé avec Antoine. Voilà, c'est un circuit qui est très rapide, c'est un des circuits les plus mythiques forcément au monde. Et c'est un virage voilà, qui en a nulle part ailleurs. C'est comme ça. It's pretty easy now. It's been easy since I've been in Formula One. It's an easy corner now. It's just a fun. It's just it's probably more dangerous in the rain, but we have so much downforce today that it's a kink in the straight. I don't think he needs to change it. I trust in the FIA. I trust in Formula One. To put us Donc ça commence dans 2 minutes, les essais 1 à Spa. When you're driving 330 km an hour, it's dangerous, and that's just unfortunately the nature of motorsport. Allez, il est là-bas, ce raidillon, 40 mètres d'élévation entre le bas et le sommet, et puis de conditions donc potentiellement périlleuses ici quelques instants, comme l'évoquait Lewis Hamilton, puisque la piste est humide pour cette première séance d'essai libre. Avant de donner la parole définitivement à Julien et Franck, on va évoquer un petit peu Ferrari et Charles Leclerc, vainqueur ici en 2019 de son tout premier Grand Prix de Formule 1, mais à cause de l'abandon et du carambolage en Hongrie, il a été dépassé au classement du championnat par son coéquipier Carlos Sainz. Il se retrouve désormais 3 points derrière l'Espagnol. Et information importante au classement des constructeurs, Ferrari a rejoint McLaren à la 3e place, égalité avec 163 points. Ce duel Ferrari-McLaren pour la 3e place va encore nous passionner pour les prochains Grands Prix. Alors dans quel état d'esprit arrive Charles Leclerc sur ce circuit particulier où il a vécu lui aussi des émotions mitigées et extrêmes? Un petit peu mitigé, c'est vrai que oui, c'est sûr, c'est ici que j'ai gagné ma première course en Formule 1, mais c'est aussi ici où j'ai perdu un ami, Antoine, en 2019, la même année. Donc voilà, je pense beaucoup à Antoine depuis que je suis arrivé ici. Mais bon, c'est justement pour ces 2 raisons qu'on va essayer encore plus que d'habitude pendant toute l'année de faire un bon résultat. Les voitures vont prendre la piste dans 1 minute pour cette rentrée des classes ici à Spa-Francorchamps. Julien, c'est bien brumeux pour les commentaires avec Franck d'ici quelques instants. C'est bien la Belgique, hein. C'est bien Spa. Hein. Et cette météo tout à fait estivale, du brouillard, des températures de 12 degrés dans l'air, 17 degrés au sol, une envie limitée de Max Verstappen semble-t-il de prendre la piste dans les prochaines secondes. Le feu vert voie des stands et sur la piste s'allumera dans 20 secondes maintenant, ce qui laisse le temps à Franck Montagny de rentrer dans cette cabine de commentaires, de reprendre son souffle, tel l'athlète qu'il est, et de venir s'installer à mes côtés. Le temps aussi de voir le classement du championnat constructeur qui offre pour l'instant à Mercedes un avantage de 12 points sur Red Bull. Après, eh bien c'est un désert qui sépare les écuries du haut du classement et les suivantes. La Scuderia Ferrari pointe à 128 longueurs de Red Bull, à égalité de points par contre avec McLaren. Voilà un combat et un challenge intéressant à relever pour la Scuderia Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc. Carlos Sainz qui réalise une excellente entame de collaboration avec l'écurie italienne. Il devance pour l'instant au classement de 3 points son coéquipier Charles Leclerc. 83 points pour Carlos Sainz, 80 pour Charles Leclerc. Et puis Valtteri Bottas, on attendait ce week-end des confirmations, des officialisations. Elles ne viendront pas immédiatement, ces informations que l'on vous donne depuis un moment déjà sur Canal+. On vous le confirme, Valtteri Bottas ne fera plus partie de Mercedes la saison prochaine. Où ira-t-il? Oh, alors ça, Fidilin Févreau, hein. Voilà, info Canal+. Qui viennent. Franck, vous nous avez rejoint. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Quel plaisir de vous avoir ici dans la cabine de commentaires. Il pleut dehors, donc je suis content. Alors du coup, le live streaming marche pas, intéressant. On va actualiser du coup. Et après je vous remets l'image, évidemment. Ah, il marche toujours pas, c'est quoi ce bordel là? Sa monoplace, disqualifié du dernier Grand Prix, vous l'avez rappelé Franck, en compagnie de Laurent Dupin il y a quelques minutes. On rappelle cette règle immuable, elle a été respectée. Les Russes sont à se réveiller un peu là, non? Il doit rester au minimum 1 litre de carburant dans le réservoir de la monoplace. Le règlement technique est nos amis russes sont un peu en PLS. Il doit être facilement accessible ce litre d'essence. Dans un premier temps, Aston Martin a assuré au commissaire que s'il n'avait pas eu accès à ce litre d'essence immédiatement,
immédiatement ce litre façon, était pour l'instant, bien il est présent passé dans la monoplace. Et puis des analyses complémentaires ont prouvé que en fait. Alors nouveauté, il faut vous abonner pour pouvoir poster dans le chat. Les capteurs donnaient donc mettez un pouce bleu aussi, évidemment n'oubliez pas. 4 je crois, et en fait il y avait une petite erreur. Parce qu'il y a vraiment trop de gens qui regardent sans s'abonner, donc c'est un peu dommage. Ce litre n'était plus présent. Il a pu être effectué un petit prélèvement qui aurait sur le papier suffi à confirmer que le carburant était légal, mais la règle est la règle, il faut un litre, il n'y était pas, vous ne pouvez malheureusement pas faire des fleurs simplement sur la bonne foi et effectivement sur probablement un problème technique. Un litre, Franck, c'est pas ce poids-là qui va modifier. Exactement, ça change rien, c'est vraiment bête de la part des ingénieurs. Vous savez qu'on a énormément de capteurs sur la voiture, donc on sait exactement ce qui consomme la voiture, on sait exactement ce qui reste dans la voiture. On va écouter la FIA et McLaren. Et on peut pas déclarer la piste mouillée. Yeah, that was the question, but it's very wet here, Michael. Yeah, that's pit lane's the only thing. Around the rest of it, there's a couple of damp patches, but that's like it. Everywhere else is really dry. Voilà, échange entre McLaren et Michael Masi sur la déclaration de piste humide ou non. Ça vient d'être fait à 11h31, donc il y a 2 minutes. La direction de course a déclaré piste humide, mais il y avait interrogation. On explique que sans cette déclaration piste humide officielle, les pilotes ne peuvent pas prendre la piste avec des pneus intermédiaires ou des pneus fluides. Donc il fallait déclarer cette piste humide et Michael Masi avait l'air de dire pour l'instant, à part des petites patchs humides, on va mettre ça en place. La pit lane qui était humide, tout le reste était sec. Et c'est vrai qu'ici dans les Ardennes, avec tous les... Bon, forcément, il y a énormément de forêt, donc ça change un petit peu la donne et ça change forcément la météo. Et ouais, c'est pour les slicks. Et oui, Sainz qui rejoint un peu Michael Masi en disant la piste est prête pour les slicks. Il est sorti un intermédiaire puisqu'il en a l'autorisation, mais ça va mériter les slicks. On se retrouve dans une situation Hongrie. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un long circuit, c'est un circuit où on prend beaucoup de vitesse, où il faut être en confiance avec la voiture. Donc forcément, ces zones où c'est un petit peu humide, c'est compliqué. On va pas non plus risquer trop de temps de roulage parce que je vous rappelle qu'il y a des moteurs. Les moteurs, ils sont dans des règles. On peut pas rouler. Plus on économise du moteur, mieux c'est. Notamment pour Red Bull qui est déjà à la limite. Donc forcément là, on va essayer d'économiser un peu de temps de roulage. On va attendre que la piste soit complètement sec pour Red Bull pour sortir. Ils sont déjà en intermédiaire, du coup, comme vous le voyez. On va essayer d'économiser un maximum parce que dans des conditions telles qu'elles sont actuellement, on n'apprend pas grand chose sur la voiture. Vous évoquiez la situation des moteurs, Franck, à très juste titre. Il reste sur le papier 12 Grands Prix à couvrir. Sur le papier, oui, précisons bien. Alors, je demande à Mick Schumacher comment est-ce que tu sens la piste. Eh bien, elle semble un peu humide. On a le ressenti humide, mais visuellement, elle ne paraît pas humide. Ça m'a fait étrange de voir le mot Schumacher, le nom Schumacher sur le circuit. Là, c'est vrai que c'est un petit peu dans l'air du temps. Valtteri Bottas, 5 places de pénalité. Ce seront également 5 places de pénalité à encaisser par Lance Stroll. Bottas et Stroll jugés logiques. J'ai l'impression que la FTM a quand même du mal, parce qu'il y a quand même Bottas en piste. En plus de Schumacher et Gasly, mais il ne montre pas ça. Parce que chez Red Bull, eh bien, le moteur, il a un peu de mal aujourd'hui, Verstappen, évidemment. Endommagé à Silverstone. Ils ont d'abord essayé d'utiliser au début du week-end Hongrie, puis finalement il y avait des fuites, donc un moteur ajouté pour Verstappen. Perez qui est resté sur le carreau en Hongrie, moteur ajouté, on verra bien, ça fait un moteur pour chacun des pilotes qui ne peut plus être utilisé. Et puis chez Ferrari, Charles Leclerc, percuté par Lance Stroll au départ du Grand Prix de Hongrie, eh bien, lui aussi son moteur n'est plus utilisable. Ce sont des écuries qui probablement d'ici la fin de la saison, voire très certainement, vont devoir changer de moteur. Pourquoi pas ici, en tout cas chez Red Bull, parce que oui, ce sont des circuits où la pénalité peut être un petit peu moins difficile à digérer. Quelle est la pénalité lorsque vous changez de moteur? Vous mettez un autre plus? Quand vous dépassez le quota, c'est 10 places sur la grille. 10 places, et généralement, vous associez les autres éléments du moteur et au-delà de 15 places, c'est dernier. Si vous cumulez 15 places ou plus, c'est automatiquement dernier sur la grille. Ça serait sympa qu'ils fassent ça tous ensemble, comme ça on testerait la grille inversée en Formule 1. Voilà, Mazepin et Schumacher en première ligne, devant les Williams, pourquoi pas. Chez Ferrari, on va sans doute attendre le nouveau moteur. On parlera d'ici quelques instants, mais on vous retrouve avant cela au départ, Laurent Dupin. Oui, les essais de départ, là, Lewis Hamilton qui vient d'en faire avec les pneus intermédiaires. Tous les pilotes, nous on est bien placés là derrière le grillage. Franck, j'ai un petit peu pris votre place. Tous les pilotes qui font quand même des essais de départ dans cette descente avec les pneus intermédiaires sur une piste qui est effectivement relativement sèche. Il y a même eu un rayon de soleil tout à l'heure, c'est assez incroyable le 27 août dans les Ardennes belges, Julien.
Et on voudrait savoir, parce que vous avez un capteur capillaire assez développé, est-ce qu'il pleut encore en ce moment? Il s'est coupé les cheveux du coup. Ici à l'épingle de la source, il ne Bon, pleut je vais encore actualiser parce que visiblement il y a un gros problème avec la timing aujourd'hui. Tout le monde est passé chez le coiffeur cet été avec une version aérodynamique Monza. Exactement, mais on arrive sur des circuits rapides. Ah bah voilà, on fait attention. On coupe court. Pas de traînée. Pas de traînée aérodynamique le long des oreilles. De quoi parlions-nous? On parlait des moteurs, bien sûr, Ferrari, et de la future introduction, oui, d'un moteur Ferrari. Là aussi, on l'explique parce que la règle semblait claire. Une évolution avant le début de la saison, non, elle peut, cette évolution, arriver en cours de saison. C'est-à-dire les éléments du moteur de l'an dernier qui n'ont pas été développés avant le début de la saison, et bien une écurie peut poursuivre son développement et décider d'introduire une évolution en cours de saison. La plupart, si ce n'est tous les motoristes, à l'exception de Ferrari, l'ont fait avant l'entame du championnat à Bahreïn. Ferrari a décidé d'attendre en cours de saison et donc ce nouveau moteur devrait arriver un petit peu plus tard. On parle de Monza, mais... Non mais là je cherche comment régler le problème du timing, même si bon c'est bien difficile clairement. J'essaie d'en trouver un autre en attendant. L'évolution qui reste à apporter sur ce moteur Ferrari touche au système de récupération d'énergie. C'est ce qu'a confirmé Charles Leclerc dans une interview ce week-end à Spa-Francorchamps. Donc évolution sur les systèmes de récupération d'énergie. Les échos que nous avons dans le paddock de la Belgique font état d'une grosse évolution qui pourrait apporter entre 3 et 4 dixièmes au tour. 3 à 4 dixièmes. 3 à 4 dixièmes au tour. Alors on n'est pas loin des 50 chevaux. C'est énorme. Là, ça reste à confirmer. Ah, mais sur le papier, c'est toujours génial. Mais après, sur la piste, il faut conduire l'auto. Alors, de temps en temps, on a plus de puissance et ça marche mieux. Et tant mieux, mais sur le papier, ça, c'est des dixièmes purs et nets, plus clairs. Mais sur la voiture, quand on roule, de temps en temps, cette drivabilité, cette façon de conduire du moteur qui est plutôt souple pour l'instant sur Ferrari, change tout ça complètement. Et du coup, les 3-4 dixièmes, on n'arrive pas à les récupérer parce que oui, on va plus vite dans la ligne droite, oui, on a plus de puissance. Mais lorsqu'on remet le pied sur l'accélérateur, c'est très compliqué en fait de contrôler la voiture. Allez, on va poser des slicks. Attention au vibreur. Vous avez vu, hein, on a vu là, les autoroulés, notamment la il s'est remis à jour de nouveau. Sur les vibreurs, il y a encore beaucoup d'eau à l'intérieur. Ça glisse énormément. C'est pas le moment d'aller braquer une voiture. Une des raisons pour lesquelles on va écouter ça. Donc le problème soit réglé définitivement. Je vais vous remettre ça en place. La météo demandée par Carlos Sainz, pas de pluie à venir dans la demi-heure. L'une des raisons pour lesquelles les pilotes sortent en pneu intermédiaire, c'est qu'en déclenchant un pneu intermédiaire en FP1, ils s'offrent un train gratuit supplémentaire d'intermédiaire pour la suite du week-end. Donc ça explique ce passage qu'ils n'ont pour la plupart. C'est le temps que ça chauffe, hein, c'est en Russie, donc forcément. C'est en mode Lada là. Un peu de ciel bleu, ça va pas durer. Casque de Max Verstappen, on va le voir. Vous savez qu'aux Pays-Bas, où la F1 et où nous nous rendrons le week-end prochain pour le retour de Zandvoort au calendrier, eh bien les panneaux. Alors ceux qui veulent poster dans le chat, il faut s'abonner à la chaîne hein, maintenant. Donc c'est la nouveauté pour à 33 km/h. Pour la deuxième partie. Le chiffre de Max Verstappen alors que si vous souhaitez poster, ça évitera peut-être des trolls ou des insultes de faire ça aussi. Donc on verra ce que ça donne pour la course notamment. Oui, ils ont pris la même typographie de son numéro, c'est juste génial. C'est beau de voir un pays comme ça dédié à son pilote. Un pays où on réaugmente les vitesses sur la route, c'est génial ça. En même de 3 km/h on prend. Ce sera juste pour le week-end. Ça c'est génial. Et à sachant en plus que, si je ne me trompe pas, Verstappen est né en Belgique et a grandi en Belgique. Oui, absolument. C'est ça, absolument. D'une maman belge. Voilà, c'est la totale alors. Il est doublement à domicile sur cette quinzaine. C'est sympa, c'est bon, c'est 15 bons jours, enfin même. C'est 15 jours, incroyable. Donc ça fait 5 semaines absolument géniales. 3 semaines de vacances, plus 2 week-ends à la maison. Triple header, 3 grands prix consécutifs, Belgique, Pays-Bas, Italie. Nous fêterons les 1 an de la victoire de Pierre Gasly dans quelques semaines à Monza. La F1 qui doit afficher d'ici peu un nouveau calendrier. Vous l'avez appris pendant cette pause estivale, le Japon, à la suite des Jeux Olympiques, le Japon a décidé de ne pas tenir son épreuve, même à huis clos. La moto avait déjà été annulée et la F1 maintenant... It's completely dry. C'est
complètement sec, dit Lando Norris, même s'il y a encore des zones. Ça va sûrement passer en slick dans pas longtemps. On a dit tout à l'heure, attention, parce qu'un peu slick sur l'eau, ça tient pas beaucoup, surtout quand on en appuie comme ça, c'est-à-dire qu'on peut sortir, alors bien sûr sur la piste c'est sec, on a de la confiance, on se sent bien dans la voiture, mais lorsqu'on va sortir, élargir un petit peu, donc complètement en appui latéral et qu'on va manger ces vibreurs, lorsque le pneu va rentrer en contact avec l'eau, la voiture peut complètement partir en tête à queue et à des vitesses assez importantes, donc attention. Le ciel chargé de Spa-Francorchamps et des Ardennes belges. Non, ça c'était chargé pour la Belgique. Ça c'est grand beau temps. Il fait beau là. Ça, vous allez pas vous faire des copains, franchement. Non, je plaisante. En tout cas, rayon de soleil sur l'épingle de la source. Premier virage ô combien difficile à négocier au moment du départ. Cette descente l'est tout autant. On se souvient il y a quelques années du carnage et du carton monumental initié par David Coulthard. C'était assez dingue. Ce raidillon, bien sûr, alors célèbre par sa forme, tristement célèbre par les vies qui ont été perdues ici. Et on pense évidemment à Antoine Hubert, vous avez salué sa mémoire tout à l'heure, Franck, en compagnie de Laurent Dupin. C'est un freinage absolument dingue et ce droite-gauche, on commence vraiment à rentrer en fait dans le cœur du circuit. Avec ce droite ici, on va juste soulager un petit peu, prendre le vibreur à l'intérieur, mourir sur le vibreur extérieur. Attention à ne pas toucher le front plat. Là, on va poser les freins. C'est à droite qui est très très long. On a toujours du mal à tourner. On a envie de reprendre les gaz très très tôt. Et en fait, la voiture va souvent ouvrir un Alors, notez qu'il n'y a pas Villeneuve aux commentaires pour l'instant. Je sais pas s'il va venir pour les autres séances, mais c'est Montagny, visiblement. Et là, pour moi, on arrive à la meilleure partie. Les double gauche de Touron, c'est absolument génial. En qualification, ça risque de passer à fond absolu. C'est un virage où on a beaucoup de sensations, où la tête est complètement éclatée sur l'extérieur, on prend beaucoup de jets. Là vraiment une Formule 1 c'est le top du top. Avec ce droite gauche ensuite qui s'enchaîne, la deuxième chicane on va shifter sur le deuxième secteur. Et ce droite ici ultra important parce que celui-là il détermine toute la ligne droite. Donc c'est important de bien passer dans le droite qu'on vient de voir, de garder beaucoup de vitesse, beaucoup de latéral. Parce qu'après on est à fond jusqu'à l'arrêt de bus. C'est toujours virage de l'arrêt de bus. Oui, le bus stop, la passe stop. C'est une droite interminable avec ses gauches tout en appui. Et là on est dans la dernière section du circuit avec ces trois virages assez lents. Ce chicane ici qui est complètement arrêté en deuxième vitesse. Il faut faire très attention à l'accélération. Et puis ce virage ici de la source qui est aussi assez arrêté avec le droit qui fait complètement en dévers où la voiture plonge complètement avec une grande sortie assez large. Les pilotes d'ailleurs au départ sont assez gourmands sur l'extérieur. Merci Franck pour cette description des 7 km et 4 mètres du tracé de Spa-Francorchamps. Ah, surtout pas. Si vous ne les faites pas, vous ne passez pas la ligne. C'est ça. C'est pas votre Grand Prix. 44 tours à couvrir dimanche. Lando Norris en piste donc rejoint maintenant par son coéquipier Daniel Ricciardo. Je vais regarder la météo pour ce week-end là. Par Sébastien Vettel aussi. Ça va peut-être été ajusté un peu. Je vous propose d'écouter alors qu'on revoit ici la sortie du virage 19. Il y aura des limites de piste d'ailleurs à respecter dans 3 endroits spécifiques de ce tracé. Un pneu qui vibre, un pneu légèrement marqué, peut-être par les faibles températures. Alors dimanche, ça a l'air très mauvais météo. Un petit peu comme à la maison sur ce circuit. 15 degrés seulement. Matin, ciel brumeux et couvert. Après-midi, ciel très nuageux et couvert. C'est un peu comme une faible pluie d'averse. Parce que je suis à moitié c'est bien parti pour la pluie. Peut-être pas demain, mais dimanche, il y a de bonnes chances de pluie. C'est un des plus beaux circuits. J'ai toujours aimé rouler ici dans les Formule 3, Formule 4 quand j'étais plus jeune. Et évidemment, Lando Norris qui espère de nouveau prendre beaucoup de plaisir au volant d'une Formule 1. Et le timing qui est à nouveau pété. Ça marche très très mal. Il va falloir qu'il règle ça pour les prochaines séances. C'est inacceptable. Enfin, on va pas se plaindre, c'est un tuning gratuit. D'habitude ça marche bien. Et drapeau jaune dans le secteur 1, mais la réalisation ne nous montre pas ce qui se passe. Ce serait bien qu'on nous montre, au lieu de mettre Vettel à l'écran, bah voilà, drapeau vert. On n'a rien vu. Superbe. Quelle belle réalisation, quoi. Quasiment 300 km/h, c'est un vrai kiff. Raikkonen qui a provoqué un petit drapeau jaune à l'épingle de la source, peut-être un tête à queue pour le Finlandais. Bon retraite, on va le dire, Kimi. C'est partie de l'équation et des raisons qui font pour l'instant ne sont pas annoncées ni Russell ni Bottas.
ceux qui jouent au Cluedo vont avoir compris très vite l'ordre des annonces qui doivent être faites dans les prochaines semaines. Il y a une autre fête aussi, c'est que si on annonce ce week-end, comme on a 3 grands prix d'affilée, les écuries vont se retrouver assaillis et replay de Kimi, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? de questionnements, etc. On va les saouler jusqu'à Monza. Et là, Monza, il nous a fait un petit état queue au premier virage, à l'accélération. Petit état queue en sortie avec le gomme dur. Magnifique. Blanche, effectivement, avec 12 degrés dans l'air, c'est un peu plus compliqué. Bon, sans gravité, elle n'a pas tapé, mais bon, ça fait un peu tâche quoi. Sans trop de conséquences, même si les livreurs il peut toujours faire un petit peu de mal. Les C2, C3 et C4 apportés ici par Pirelli. Ça vient toucher un petit peu. Le fond plat a frotté un peu sur les anti-cuts. Je pense pas qu'il y ait des dégâts. Ça devrait aller, je pense. Quand même. Cette fois c'est Yuki Tsunoda semble-t-il qui est parti à la faute à l'épingle de la source. Et oui, tête à queue pour Yuki Tsunoda. Et Tsunoda tête à queue. Oh là là. Ah oui, quel pilote. Je bloque un peu sur le circuit, je bloque un peu aussi la sortie. Attendez-moi, j'arrive. Je retraverse sur la ligne blanche. Heureusement, début de séance vendredi matin, on sort de vacances, tout va bien, on prend ses marques. Genre on n'est pas réveillé quoi. Mais si on est réveillé. Alors le live timing c'est à nouveau actualisé, donc j'ai l'impression que toutes les 5 minutes ça va s'actualiser. Là il nous met no active session, d'accord. La maîtrise de son vocabulaire. Ah là c'est reparti. C'est bien Vettel au premier pour l'instant effectivement. On a changé de flasque avant, regardez à gauche. Des écarts colossaux. L'entrée des freins a été changée, on a des nouvelles pièces. Raikkonen à 23 secondes. Je suis passé tout à l'heure dans la pit lane, j'ai eu l'impression qu'il y avait des nouveautés également sur le fond plat de la voiture. Mais j'en suis pas certain. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'une nouveauté. Je pense qu'ils vont tous passer en slick avant la fin. Grâce à cette peinture, en fait, on va pouvoir voir en fait le flux de l'air contre le ponton sur le fond. Là, ils sont en intermédiaire la plupart. Ça ne change rien par rapport à ce qu'on a vu sur les ordinateurs. Paraffine colorée apposée effectivement sur ce qui semble être une nouvelle pièce, des nouvelles écopes de frein et avec un tour généralement à vitesse constante. Ouais, on a différentes mesures. Hein. Il faut qu'on matche impérativement ce qu'on a trouvé sur les ordinateurs. Donc on va se mettre, on a un bouton sur le volant qui permet de réguler comme sur votre voiture, sauf que les vitesses sont plus importantes, à 200, à 130, à 300 km/h. Et on va prendre des lignes droites. Ça ici c'est vraiment l'endroit parfait comme à Monza, parce qu'on va pouvoir être en position de rouler sur 200 km/h sur plusieurs kilomètres et voir l'inclinaison de la voiture. Le but du jeu, c'est de pouvoir voir vraiment ce que fait l'air lorsque les roues sont braquées. Parce qu'aujourd'hui, dans les simulateurs et sur les souffleries, on a du mal vraiment à pouvoir analyser l'air à partir du moment où les roues sont braquées avec le mouvement du pneumatique, être sûr à 100% en fait que l'air va bien au bon endroit et à l'endroit en tous les cas où on en a décidé. Et là, sur un circuit comme ça, un vendredi matin où pas beaucoup de monde roule, c'est juste parfait parce que la difficulté également, c'est de rouler à 200 km/h dans ces portions-là, alors que les autres arrivent à 330. Il faut se garder de la place et il ne faut pas gêner les autres, donc c'est un petit peu compliqué. Suit le tour de Pierre Gasly, le Français qui en termine avec son tour d'ici quelques instants. Cette chicane difficile de bien soigner cette chicane. L'Axel, ça patine beaucoup. C'est vraiment l'endroit qu'il faut soigner. Meilleur temps pour Pierre Gasly, c'est bien. Oui, carrément, salut Lord Nelson, effectivement, ça semble un peu long. Un mois, c'est dur. 1,41. Peut-être qu'il faudrait revoir un peu à la baisse la trêve. 3 semaines, ça me paraîtrait le max, quoi. Enfin bon, après, il faut bien qu'il se repose, le mécano, vous me direz. 3 semaines déjà, c'est pas mal. Le casque vintage pour célébrer le 30e anniversaire du premier Grand Prix de son père, Michael Schumacher. C'était ici en 1991 avec la Jordan. Il s'était illustré pour son premier Grand Prix. Il était tout de suite basculé chez Benetton dans le Grand Prix suivant. Et donc les couleurs de 1991 sur le casque de Mick ce week-end, Julien. Ah, magnifique, magnifique ce casque, effectivement. Les passionnés de F1 que vous êtes, peut-être supporters de Michael Schumacher en son temps, auront évidemment reconnu ce casque tout à fait symbolique porté par Mick Schumacher. Mick Schumacher, je vous propose d'écouter justement le fils de la légende Michael Schumacher qui vient ici à Spa-Francorchamps avec sans doute encore plus de pensée pour son papa. Écoutez. Yeah, it's definitely a track that I've been daily looking forward to, knowing that it's been 30 years since my dad has done his first race here. And yeah, I drove the 94 Benetton here in 2017, ça fait 30 ans que mon père a commencé
great experience for me, very emotional. J'ai aussi une très belle expérience ici en 2017 en pilotant une voiture de mon père. Et maintenant, je vais faire ma première course avec ma propre Formule 1 et ça va être quelque chose de génial. Et oui, 1991, la première apparition de Michael Schumacher en Formule 1, c'était ici, au Grand Prix de Belgique, dans des conditions incroyables qui ont maintes fois été racontées. Ce remplacement de dernière minute chez Jordan, Michael Schumacher devançant sur la grille de départ son coéquipier pour son premier Grand Prix, n'effectuant que quelques centaines de mètres avec une voiture défaillante, la boîte de vitesse si ma mémoire est bonne, et puis apparaissant immédiatement après, recruté notamment par Flavio Briatore qui repère déjà le génie de Michael Schumacher. Un an plus tard, en 1992, Michael Schumacher remportera sa première victoire en Formule 1 sur ce tracé, la Belgique, intimement liée à la carrière de Michael Schumacher. Ce qui est étonnant, Franck, ce sont les statistiques. Étonnant, pas par les victoires. Michael Schumacher est à ce jour le recordman de victoires ici. 6 victoires. 92, sa première en Formule 1, suivi en 95, 96 et 97 par un triplé, puis 2001 et 2002. Devinez pour autant combien il compte de pole position ici, Michael Schumacher. Eh oui, une seule. Ouais, je suis trop fort. Une seule pole position. Et honnêtement, j'ai repris les statistiques hier pour préparer ce Grand Prix et je m'attendais à en voir plus. Oui. Je savais qu'il avait beaucoup gagné ici et des pole positions. C'est dur de faire la pole ici. C'est toujours difficile. C'est un circuit qui est tellement long, ça peut tellement changer vite en termes de météo, en termes d'aspi, que la pole position n'est jamais garantie, clairement pas une victoire. Donc c'est un petit peu particulier. On a Ocon qui est très en forme ce matin, ça fonctionne bien. Alors, vous pouvez remarquer sur les voitures qu'on utilise très peu d'aéro. On a des ailerons arrière qui sont plutôt débraqués, très fins, très petits. Différents styles d'ailerons. Là, on a un aileron complètement droit pour l'Alpine. Alors si vous regardez sur la Red Bull, on a un nouvel aileron qui est un petit peu en forme de banane, qui est un petit peu incurvé sur les côtés, un peu différent. Mais ça roule bien là pour Esteban Ocon, en pleine confiance. C'est maintenant qu'il faut concrétiser. Meilleur temps provisoire pour lui. Russell gêné qui se plaint d'avoir été gêné par Lance Stroll. Les secteurs 1 et 3 pour Esteban Ocon. Il faut que tu accélères devant l'ingénieur, tu ne peux pas faire ça. Ocon donc le plus rapide dans les secteurs 1 et 3, Leclerc dans le secteur 2. Il a bien la grille là, comme ça, Ocon Gasly. C'est génial. 100% française, arrêtez tout. Allez, c'est bon. Ocon, Gasly qui vient d'améliorer sur un deuxième tour. Daniel Ricciardo au troisième rang. Ricciardo qui a besoin de remonter un petit peu dans la voiture. J'espère que ce break lui aurait fait du bien. Alors souvent c'est le cas, souvent lorsque on s'adapte à une nouvelle voiture, qu'on rentre dans le bain avec une nouvelle auto, on se force un petit peu, on essaye de travailler, on essaye de faire accélérer les choses, mais ça fonctionne pas toujours. Et lorsqu'on fait un petit break, comme alors vous êtes 18, pensez à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Si vous voulez chatter, il faut un abonnement tout ça. C'est le pass sanitaire de la chaîne, l'abonnement. Voilà. Je fais comme le gouvernement. Il commence à s'en ouvrir publiquement, ne pas avoir pu retourner en Australie depuis plus d'un an maintenant semble lui peser. Et Max, enfin dans l'équipe et ses difficultés de performance dans l'équipe, mais on sent vraiment une certaine fragilité, en tout cas un moral un peu esquinté ces derniers temps, l'association du manque de performance et cette impossibilité pour lui de rejoindre les siens en Australie. C'est toujours un petit peu particulier quand on est... Alors le top du top en Formule 1, c'est d'être anglais. Si vous êtes anglais, vous habitez en Angleterre, donc vous ne changez rien par rapport à votre culture familiale. Et l'écurie est à côté, quasiment toutes les écuries sont en Angleterre. Et la Formule 1 est quand même très anglophone, donc c'est vrai que ça c'est le top. Si vous êtes d'un pays étranger, là tout de suite ça crée une petite distance, c'est un petit peu plus compliqué. Et l'Australie, forcément, c'est très loin. Un an à cause du Covid qui n'a pas pu rentrer. Donc c'est clair que la famille et les amis doivent manquer un petit peu. Et puis c'est des repères aussi, vous savez, dans ce sport-là, on a besoin de repères quand même pour évoluer. Bien sûr. Les mécaniciens Red Bull qui observent maintenant en piste. Regardez le droit arrière de la Red Bull. Comme il est fin et comme on a vraiment remonté les bords. Une forme étonnante, intéressante, cette forme incurvée, cette forme banane, effectivement, une cuillère. 50e Grand Prix pour Honda ce week-end, l'association Honda Red Bull. 50e Grand Prix ensemble, c'est également le 50e Grand Prix de George Russell ce week-end.
Allez, on va envoyer un tour. On a bien chauffé. On a bien pris de la place. On ouvre énormément ici sur ce premier virage. Et ça se patine quand même un petit peu à la sortie. On va voir ce que donne Verstappen et le Honda. Ça glisse à la sortie. On manque de grip encore sur ce circuit. Il fait froid. Il a plu. Il n'a pas fait très beau. Et forcément, ça handicape un petit peu les pneus. Il va falloir mettre un petit peu de gomme partout. Alors, profiter un petit peu de la speed, ça va aider un peu ça pour le premier partiel. Même pas, il reste sur l'extérieur. Ah oui, c'est 5 dixièmes dans le premier partiel, donc ça veut dire qu'Ocon a une très bonne vitesse. Les deux Français en tête pour l'instant, incroyable. Comparé à la Honda de Max Verstappen. On va voir le deuxième secteur. En règle générale, c'est toujours là que ça fait la différence. Les voitures les plus chargées, Mercedes était très fort dans ce deuxième secteur par le passé. Ils pêchaient un petit peu dans la ligne droite. Ils allaient très vite dans le deuxième secteur, ce qui permettait en fait de tenir les pneus. L'année dernière, je crois qu'il a fait 15 seul arrêt d'ailleurs. Ça l'avait pas mal avantagé. Il y a deux typages sur ce circuit, Franck. Secteur 1 et 3, vitesse de pointe, rapidité. Deuxième secteur, toute la partie sinueuse. C'est ça. Toute la partie sinueuse, la partie aérodynamisme, où il faut charger la voiture, il faut être vraiment bien dans les pneumatiques. Si vous ne chargez pas trop l'auto, vous allez vite dans le 1 et 2, mais par contre vous allez user pas mal de pneumatiques dans le secteur 2. Donc ça va, voilà. Et là, on a pris l'option secteur 2 chez Red Bull. Il est en avance Verstappen, incroyable. Effectué sur le secteur 2, efficace avec un gros gain là. Et donc troisième secteur de nouveau, vitesse de pointe. On voit qu'il reste les traces de la paraffine dans la jante au niveau de l'écope de frein gauche, ça glisse. Très large, il garde une roue sur le vibreur, donc le tour sera validé. 1:46.879. Le plus rapide en piste maintenant, Max Verstappen devant Esteban Ocon. C'est 3 dixièmes et demi de mieux que le français. Un dernier secteur en 29.4 pour Max Verstappen, là où Esteban Ocon était en 29.2. Qui va se laisser de la marge car devant lui il a Sébastien Vettel et Mick Schumacher. Et avec des pneus médiums, des pneus qui ont un peu plus de grip que ce qu'on a vu avec Max Verstappen. Vous voyez comme on ouvre énormément là dans le droit. C'est pas la trajectoire qu'on peut faire lorsqu'on est sur un tour lancé, mais lorsqu'on fait un début de tour, comme ça on va permettre d'ouvrir un maximum, tout simplement pour avoir une meilleure accélération, pour avoir une meilleure trajectoire. On peut sacrifier un petit peu l'entrée pour bénéficier de la sortie, normal puisque le chrono n'est pas lancé. Avec un aileron arrière typé Alpine, très simple, très droit, un flash assez léger. Les Ferrari qui risquent de souffrir un petit peu sur ce circuit malgré le deuxième temps de Sainz, parce qu'on sait que le moteur n'est pas, leur meilleur atout. Mais ils ont appris à nous surprendre aussi. Alors on sait que chez Ferrari, notamment ce week-end, on s'inquiète de la compétitivité de la Ferrari sur ce type de circuit. On s'attend à ce que ce soit difficile. Ils vont être capables de faire une belle qualif en toute logique et ça risque d'être un peu plus difficile en course comme d'habitude, comme on avait vu par exemple quel circuit précédemment où il y a eu des longues lignes droites. C'était un petit peu compliqué pour Charles Leclerc qui perdait beaucoup de temps en course. Au Castellet, ça s'était très bien passé et après ça avait été plus compliqué, notamment sur les pneus, la gestion des pneus sur laquelle Ferrari a beaucoup travaillé aussi. Les pneus avant qui se dégradaient beaucoup de sous-virages génétiquement quasiment liés aux caractéristiques de la voiture. Très large là, il y a beaucoup de trafic. C'est bien passé parce qu'il y avait deux autos au milieu, ça en est bien sorti. Des informations à vous donner concernant les changements effectués à l'aube de ce Grand Prix, 12e rendez-vous de la saison. Les deux pilotes Mercedes bénéficient ce week-end de leur troisième moteur de la saison. Troisième et donc dernier moteur avant d'éventuelles pénalités. Red Bull a également changé pour un troisième moteur, celui de Sergio Pérez, lourdement endommagé en Hongrie. McLaren voit ses deux pilotes bénéficier d'un nouveau bloc moteur, Mercedes également. Même chose pour Lance Stroll chez Aston Martin. Fernando Alonso, nouveau moteur Renault pour le pilote espagnol, c'est également un troisième moteur. Tout comme chez Ferrari, Charles Leclerc, on l'a dit, moteur trop endommagé en Hongrie. Yuki Tsunoda et Pierre Gasly utilisent un nouveau bloc Honda. Et enfin Nicolas Latifi, un nouveau bloc Mercedes chez Williams. Je me sens extrêmement lent dans les lignes droites, dit Lewis Hamilton. C'est bien pour Lewis Hamilton parce qu'il a un pilote comme Bottas prendre des pénalités.
Bottas va se concentrer uniquement sur la course pour avoir un très bon rythme de course. Donc ça veut dire que pendant toutes les séances d'essai, il ne va pas chercher du tout la qualification, il ne va pas chercher la performance pure, mais il va pouvoir travailler à 100% pour les longs runs, pour la dégradation des pneumatiques. Donc ça va donner une information qui est franchement très valorisante pour l'équipe, qui va permettre à Hamilton de pouvoir faire des choix concrets pour la course en termes de réglage. Ça c'est un petit avantage. Il reste très très large sur ce coup-là. Je serais pas surpris que ça se passe bien dès ce week-end pour Bottas, parce qu'il est libéré. Ouais, c'est possible. Ouais, il sait quel sera son avenir. Et ouais, c'est vrai. Je pense que ça fonctionne toujours un petit peu mieux. On va voir. On peut se tromper, hein, ça peut être encore difficile. Et puis Hamilton, il va pas se laisser faire non plus, Verstappen non plus, mais espérons, souhaitons au moins que moralement, l'avenir maintenant connu de Valtteri Bottas l'aide à se libérer. Un petit peu revanchard, ça ajuste, c'est bien possible qu'il nous surprenne Bottas. Mais il aura quoi qu'il en soit, il aura quoi qu'il en soit en plus 5 places de pénalité à accepter et à prendre sur la grille de départ. Bien, c'était le droit arrière, j'ai l'impression. Il est beau, je trouve qu'il a un design assez incroyable. C'est très joli, je suis d'accord. Il est à la fois assez plat évidemment, mais avec ce système de décrochage sur la partie centrale. Encore une Evo, hein, chez Red Bull, les ronds arrière visiblement. Nous explique que ce décrochage qui apporte pas mal de dixièmes. Qu'il doit à la fois apporter un niveau d'appui suffisant pour plaquer la voiture dans les virages, mais pas générer trop de traînées qui, elle, freinent la voiture dans les lignes droites. Well, now, it's mainly straight line speed for Valtteri. That's to be expected though. Où est-ce que j'en perds demande Hamilton, probablement dans les lignes droites par rapport à Valtteri. Il est 10e pour l'instant Bottas, Hamilton 13e temps. Et ils disent que c'était attendu, hein. Donc ça veut dire qu'ils ont deux specs différentes, deux spécificités différentes sur les voitures. Valtteri et Bottas qui auront certainement avec moins d'appui ou un aileron différent, mais c'est logique pour l'ingénieur, il annonce clairement que c'était ce qu'ils attendaient. Kimi Raikkonen au volant de l'Alfa Romeo pour quelques grands prix encore. Retour au sport. Il a tout. Oh là là. Non mais Raikkonen, c'est un festival là. Tête à queue dans la voie des stands et qui a bien touché là, la roue avant gauche. Incroyable. J'ai touché le mur à l'entrée des stands. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de dommages. Ouais, bon, Kimi, il faudrait peut-être penser à la retraite un peu quand même. Je pourrais pas dire, mais là. Il est dans la voiture. Marc Arnal est à ses côtés, son physio. Oh, c'est dingue ça. Faut dire attention. Et je me demande, on n'a pas vu, mais les voitures sont tellement longues, elles font plus de 5 mètres de longueur. Si c'est pas l'arrière qui a touché l'autre mur et qui... d'abord, il aurait pu nous créer un embouteillage. Vous voyez, comme ce bateau dans le canal de Suez en travers. On arrête. C'est fini. Moi, je suis bien. Ça aurait pu arriver. Alors, Nicolas Latifi aura un nouveau coéquipier l'année prochaine chez Williams. Bon complet dans la faveur de Nick De Vries, le champion de F2, le champion de Formule électrique également. Et celui qui remplacera George Russell chez Williams aux côtés de Nicolas Latifi. On ne le sait pas encore, il y a d'autres candidats. Daniel Fiat, Nico Hülkenberg, Alex Albon sont tous des candidats à un volant en Formule 1. Jacques Villeneuve. Franck Montagny, Margot Lafitte. Effectivement. Allez, envoyez les candidatures. Envoyez vos CV à Williams. Envoyez un chèque aussi. Gros chèque. Ça va compter. Alpine a confirmé hier Fernando Alonso. Alors moi ça me semblait une évidence. C'est fini déjà. Mais en fait c'était 1+1, donc il y avait une année d'option. Il y avait l'option pour 2022, donc il fallait l'activer. Donc elle a été activée, bien sûr, le projet Alpine qui se consolide avec le maintien de Fernando Alonso aux côtés d'Esteban Ocon qui lui a maintenant un contrat de 3 années supplémentaires chez Alpine. Et Alonso qui sera donc bien au volant de cette monoplace bleue l'an prochain. C'est intéressant parce que sur la piste, on a Perez et Hamilton qui suit juste derrière. Donc Hamilton est en train de prendre des informations sur la Red Bull. Ça, c'est quand on veut une information sur une auto, c'est souvent le truc à faire. Mettez-vous derrière. On va savoir qui va plus vite dans la ligne droite, qui va plus vite dans certains secteurs. C'est assez intéressant.
par les passages de Verstappen et de Perez, avec un peu plus de vitesse d'approche sur le virage 13 pour Verstappen, mais un freinage un petit peu plus tardif pour Perez. C'est là qu'il perd en fait. Exactement, il cache la vitesse, il ne laisse pas assez rouler la voiture. C'est pas souvent essentiel d'aller freiner tard, il faut freiner bien sûr tard, mais il faut surtout laisser rouler la voiture, avoir un maximum d'élan dans le virage et pouvoir poser le pied sur l'accélérateur le plus tôt possible. Plus vous freinez tard, plus vous faites du transfert de masse, on change un petit peu l'équilibre de la voiture et ça devient toujours un peu plus difficile de garder la vitesse de passage. Ça va très vite quand même pour Verstappen, en bonne dur, on est toujours sur les mêmes pneus, donc une seconde 2 à son coéquipier. Une seconde 2 à tout le monde en fait, c'est compliqué. Ah oui. Et il a faim, Verstappen il n'est pas content, il trouve que c'est injuste ce qui lui est arrivé entre Silverstone et le dernier Grand Prix. Alors oui, sur le papier c'est injuste. Il sait que c'est pas de son fait. C'est ça, c'est la course. Et la grande force de Verstappen, c'est qu'il ne se perd pas dans ces détails-là. Il est dans la polémique, c'est facile, ça serait facile de s'y perdre. Mais il reste concentré sur son travail. L'équipe aussi, l'équipe qui agit bien, qui interagit bien, parce que c'est une équipe, vous savez, qui est assez chaude normalement dans ses commentaires. Et là, ça se passe bien, ils ne sont pas trop montés au créneau. Donc tout le monde est concentré, c'est ce qu'il faut pour les championnats du monde, il faut rester concentré. Tsunoda qui doit réagir également, il est sur un circuit qu'il ne connaît pas en Formule 1, mais il a besoin de fermer un peu le gap par rapport à son coéquipier. Ils sont plusieurs à avoir qui découvrent ce week-end en F1 ce circuit. Yuki Tsunoda, vous l'avez dit, qui s'était imposé ici en F2. Yuki Tsunoda, une belle course d'ailleurs. Mazepin et Schumacher ont également piloté ici en F2 avec de bons résultats pour l'un et l'autre. Mazepin fait 2 je crois contre... Oui, et Mick Schumacher a également fait deuxième sur ce circuit en F2. Tsunoda lui avait déjà signé une pole position ici. Mazepin deuxième sur la grille ici en F2. Mick Schumacher septième au mieux sur la grille ici. Bon, on va s'endormir. Ça se des essais en même temps, c'est toujours comme ça. Toute vraisemblance sera prolongé chez Haas l'an prochain. Mazepin, c'est son team. Voilà, il est chez lui, donc il va pas. Est-ce que Stroll va rester chez Aston Martin? Si vous écoutez Jacques Villeneuve, Stroll signe chez Mercedes. Mais ouais, bon, on va pas écouter Jacques sur ce coup-là. On l'écoute toujours. C'est clair, on va pas l'écouter. Oui, puis c'est normal, c'est un champion du monde. Mais là, Jaco, je pense que t'as pas le faux. Je pense que effectivement, ce ne sera pas. Il a dit ça, il a dit Stroll chez Mercedes. Oui, il a dit Stroll chez Mercedes. Avec une réflexion qui n'était pas idiote du tout. On sait la proximité de Lawrence Stroll, le papa, et de Toto Wolff. D'ailleurs, il y a une petite enquête sur la manière dont Latifi P2. Il n'y a pas une enquête sur Latifi P2, il y a une enquête sur les actions achetées par Toto Wolff d'Aston Martin, mais les autorités de régulation, blablabla, ont jugé qu'il n'y avait pas eu de triche, ou en tout cas de conflit d'intérêts. Merci Thomas Sénécal qui me souffle dans les oreilles. Le conflit, il est très fort bien sûr, parce qu'il nous chicote aussi. En tout cas, voilà, tout est réglé. Les autorités ont jugé que cette acquisition de parts d'Aston Martin avait été faite dans les règles pour Toto Wolff. Toujours est-il que la démarche de réflexion, le process de réflexion de Jacques Villeneuve voulait effectivement que la grande proximité de Lawrence Stroll et de Toto Wolff aurait peut-être permis à Lance Stroll d'accéder à ce volant. Il ne faut pas se permettre de faire ça chez... Oui, mais parce qu'il y avait aussi un autre paramètre, c'est Lewis Hamilton qui n'a pas envie d'avoir un coéquipier trop encombrant, qui d'ailleurs ne cesse au fil des interviews ces temps-ci de répéter à quel point sa collaboration avec Valtteri Bottas est productive, est agréable, est bonne pour l'équipe. Donc lui défend pleinement le maintien de Bottas dans cette écurie, même s'il a confirmé qu'il se plierait évidemment et qu'il se rangerait aux côtés des décisionnaires dans l'écurie sur le choix du coéquipier. Et ce ne sera donc pas Lance Stroll, mais bien George Russell. Bien sûr. De toute façon, l'écurie est obligée d'aller former un nouveau pilote. Pour l'instant, on sait que... Il faut penser à l'avenir, bien sûr. Et on sait qu'Hamilton, il ne va pas passer encore 5 ans en Formule 1. Donc c'est assez clair, il faut mettre un jeune pilote, il faut former un jeune pilote. Et ça, c'est encore mieux de le former à côté d'un Lewis Hamilton. C'est sûr que c'est Russell dans l'auto. Il a démontré l'année dernière, donc on s'en rend.
Ricciardo, en gomme tendre également, comme Latifi et comme Russell. Russell qui a pas fait un tour super d'ailleurs avec ses gommes tendres. Un peu particulier. J'ai l'impression d'avoir du mal avec George ce week-end. Alors, la gomme rouge, elle va pas donner un gros avantage dans le secteur 1, tout simplement parce que plus c'est tendre, plus ça ralentit la voiture dans la ligne droite. Ça colle au sol. Ça colle, exactement. C'est bête à dire, mais c'est vrai. C'est ça. Par contre, dans tous les autres secteurs, bon, c'est ennuyeux quand même pour le cadre du premier secteur, puisque la sortie doit être meilleure. Pensez-vous, Franck, que sur la demi-saison restante, Ricciardo puisse vraiment trouver les clés du pilotage de cette voiture? On va voir tout de suite. C'est où maintenant là dès ce Grand Prix sur ce triple header? Si ça fonctionne, sinon c'est mort jusqu'à la fin. Enfin, la vie personnelle, mais les conclusions, je suis assez derrière une table. Mais pour moi, ça fonctionne comme ça. C'est si là, il a une break qui lui a permis de prendre du souffle et prendre un peu de recul par rapport à tout ça, sans trop y réfléchir, ça va fonctionner et ça va fonctionner pour le reste des années. Sinon, ça va risquer d'être très compliqué et on va avoir vraiment la pression du peser. Il va falloir la tenir jusqu'à la fin de cette saison. Elle est encore très longue, cette saison 2021 de Formule 1 qu'on vit sur les antennes de Canal+. Bien sûr, 2022, il doit l'attendre avec impatience, Daniel Ricciardo, avec ce changement de philosophie complète des monoplaces. Mais il faut tenir en attendant et il faut trouver des solutions. Ça commence à frustrer, à énerver son équipe, clairement. C'est dur pour un athlète dans ce niveau-là. Et puis après, il faut être crédible. On se pose des questions, son équipe va se poser des questions, on a l'impression que le regard des autres va changer, donc c'est très compliqué. Puis voilà, ça reste des athlètes, ça reste des pilotes, et un pilote, à part gagner, ça n'aime pas grand chose d'autre, donc c'est très compliqué de plus être devant. La place du mental quand le doute s'immisce dans les réflexions, dans la manière dont un pilote évolue, ça peut être désastreux. Et le passage toujours aussi spectaculaire de ce mur. Vous nous emmènerez dans ce mur du Raidillon, dans un Tour de Franck exceptionnel à découvrir dimanche dans la grille. Dès 14h, la grille d'ailleurs, sur l'antenne de Canal+ décalé, Canal+ Sport Weekend. 14h, la prise antenne. Ouais, on va parler spécifiquement de ce virage qui est assez dingue, qui paraît absolument incroyable comme ça de visu et qui aborde une Formule 1 et ressemble à une ligne droite tout simplement. Donc c'est assez particulier, il y a une pente de dingue, mais plus on prend la pente, plus on a du grip, plus on a l'impression que c'est facile. C'est très atypique ce virage. Carlos Sainz qui s'aligne le meilleur temps dans le premier secteur avec une grosse avance, 5 dixièmes. Donc les pneus rouges va le faire mentir, c'est bien. Jaune, Russell semble avoir perdu le contrôle à la sortie de l'épingle de la source. On suit le tour de Carlos Sainz qui en gomme rouge pour l'instant est le plus rapide du premier secteur, 30.9. Dans le passage dans Pouhon, le double gauche de Pouhon, ultra spectaculaire. Et l'arrivée sur le virage des Fagnes. Voilà, toute cette partie-là, c'est juste à l'axel. On dose vraiment, on va lâcher le pied entre le droite et le gauche pour essayer de recliper un peu le train avant. C'est vraiment un secteur qui est absolument tripant dans la voiture parce qu'on est vraiment sur un fil, on est sur l'équilibre et on fait vraiment attention à tout cet équilibre de la voiture sur le latéral pour essayer de vraiment la faire pivoter au bon endroit. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Coupure du stream. Bon, enfin, on va lancer. Ah, c'est bon. Parce que c'est une longue ligne droite, en fait, vous vous reposez un peu, vous êtes un petit peu absent de la voiture, et lorsque vous rentrez sur ce deuxième secteur, poum, tout de suite on rentre dans le jeu, et c'est enivrant, très enivrant. Et Sainz qui revient 30 millième de Verstappen. Dans le deuxième secteur, comparé à Max Verstappen, une demi-seconde de concédé dans le deuxième secteur, un dixième perdu dans le dernier secteur, et au final, tout proche. La Fleming qui a du mal, quand même. 30 millième d'écart seulement. Le gap qui n'est pas à jour. Joli tour réalisé, bien sûr, met en perspective les gommes. Espérons que ça sera rétabli pour les essais de son meilleur tour avec Verstappen, de la gomme rouge pour Carlos Sainz. 308 km/h quand même dans le Lyon. Regardez la flexibilité d'aileron avant. Il s'écrase pas. Regardez comme le sponsor. On a quitté la caméra embarquée, mais ça se voit très bien dans la note. Ça se voit très bien aussi lorsqu'il braque. On a des suspensions sur ces voitures qui font que lorsqu'on braque les roues, l'aileron va venir se rabaisser un petit peu, ce qui va permettre en tous les cas de récupérer un petit peu de grip. C'est très ingénieux. Ça fonctionne très bien.
C'est vrai qu'on avait un peu lâché prise, les équipes avaient un peu lâché prise sur la flexibilité de l'aileron avant, mais alors sur ces images, sur ces images embarquées, au moment où la voiture arrive en bout de ligne droite et freine, les flaps remontent. C'est bon, on dirait des aérofreins sur des ailes d'avion. Vous avez demandé des grippes? Bougez pas, on vous en donne. Allez, Bottas, joli tour lui aussi, 30.7, record de premier secteur, 45.4 dans le deuxième. Un peu plus proche de Max Verstappen sur ce deuxième secteur. Blanchimont, voilà, regardez la trace blanche du sponsor sur l'aileron avant et regardez comme il va disparaître au moment où il freine. Voilà. C'est génial, il y a 5 cm. Ah ouais, l'aileron avant Mercedes, ouais, j'avoue. Elle est là, la flexibilité. C'est dingue parce que sur l'aileron arrière, ça bougeait beaucoup moins. Regardez, le sponsor réapparaît. C'est assez violent là, quand même. L'aileron avant est bien plus important que l'aileron arrière. C'est-à-dire que si l'aileron arrière bouge de 5 cm, vous allez peut-être gagner 3 km/h. Si l'aileron avant bouge de 5 cm, vous allez en gagner 10. C'est une vraie différence. L'aileron avant, c'est lui qui est dominateur sur toute la voiture. C'est avec l'aileron avant que vous réglez une voiture. Vous conditionnez tout le reste. C'est à partir de l'aileron avant. C'est tricheur, incroyable. L'air va se diffuser sur la carlingue de la voiture. C'est une réclamation à venir. Et là, c'est quand même très très flagrant. Là, c'est assez spectaculaire. Alors, on l'a vu la Mercedes, on serait très curieux de voir les autres monoplaces aussi. Je crois quand même que la Mercedes, ils sont quand même les champions du monde là, sur ce coup-là. Alors, en attendant que la réglementation sur les ailerons et la flexibilité des ailerons avant n'évolue, il y a une règle qui évolue ce week-end. D'abord, on se fait un petit tour avec Lewis Hamilton. Audio up, ça veut dire que là, vous prenez votre télécommande, vous faites comme le dimanche. À 15h, vous montez le volume. Et là, rendez-vous à tous les virages. Il a pris un dixième dans la ligne droite, donc c'est toujours la même configuration entre lui et Bottas. Bottas une meilleure ligne droite que Hamilton. Et là ça descend vraiment de manière prononcée. Dans celui-là, on rentre une vitesse, mais vraiment à la volée, et on rentre dans cet enchaînement. Lorsque vous rentrez dans le premier poumon, en fait, on ne sait absolument pas où est la sortie. On est complètement en aveugle, donc c'est assez impressionnant parce qu'on rentre à plus de 300 km/h dans ce virage-là. Il faut placer la voiture, c'est sur vraiment sur de l'instinct et sur du feeling. Et lorsque vous êtes rentré, vous avez déjà remis le pied sur l'accélérateur, vous voyez la sortie, et à ce moment-là, vous savez si vous êtes bon ou si vous en manque un peu. Il lui en manque pas pour l'instant à Lewis Hamilton. Record de deuxième secteur, 45.2. Allez, avec une petite aspire, ça va améliorer un peu le truc. Le petit cadeau Williams. Ah oui, elle est parfaite cette aspire. Ouais, ouh, il n'a pas vu. Latifi qui n'avait pas vu Lewis Hamilton. Oh, Latifi, c'est incroyable. Ah, le cadeau s'est transformé en poison pour Hamilton. Bon, ça c'est des essais après. Hein. Il n'a absolument pas vu. Belle Je demande réaction pénalité pour Latifi. Parce qu'il avait les roues quasiment dans l'herbe. Dommage, on ne verra pas apparaître la performance totale d'Hamilton sur ce tour. Il avait le rythme pour aller prendre le meilleur temps, c'est certain. Verstappen. Dans le deuxième secteur, record pour lui. Et un temps 45, 496, qui le place à 3 dixièmes avec la gomme rouge dans ces 10 dernières minutes, bien sûr. Ouh là là, c'était chaud, c'était chaud. Il a complètement ignoré. Ça pouvait faire. Oh, mais Latifi, il faut peut-être regarder ses rétros un jour. Ouais, Latifi aurait pu voler là. S'il clippe la roue avant droite, s'il clippe sa roue arrière. Ah, les deux, ça pouvait vraiment mal se mettre. Hein. Il a bien anticipé Hamilton, il a très bien anticipé, il a gardé l'option en tête. Bon, Chaleur, premier carton jaune là. Gasly troisième temps maintenant, lui aussi au passage de la gomme rouge améliore bien. Une demi-seconde derrière Valtteri. Ouh, c'est chaud là, elle est bien sortie. Carton jaune Le chez Leclerc un petit embordé dans l'herbe. Elle est bien cette fin de première séance. Ouh là là, oui. Passage à la gomme rouge, ça a mis tout le monde un peu en ébullition là. Et là, on a vu qu'on se sent bien, on a envie d'en profiter, on en a fait, on est à Spa-Francorchamps, c'est la rentrée. La sortie de Malmedy a été chaude. Attention à Carlos Sainz qui arrive. Ah, les pulsations là d'un seul coup, elles montent.
Parce que ce virage, regardez, il va juste lâcher le pied d'accélérateur, il rentre, il repose. Oh, le sous-virage, oh là 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 là. Ouais, c'était limite, hein. Leclerc il a failli finir dans le mur. Touchez pas au volant, touchez pas à l'axel, touchez pas au frein. Laissez la voiture sortir sur les dents. Si vous touchez, c'est dans le mur. Écoutez ce que vous dit Franck Montagny. Si vous prenez le volant d'une Formule 1, voilà, et que vous sortez dans ce virage-là, vous faites exactement ce que je vais vous dire de faire. Voilà. Laissez faire. Dites-vous qu'il n'y a aucune chance, sur un malentendu, ça peut passer. C'est déjà dehors, ok. Purée. Bon, eh bien écoutez, chacun a utilisé son petit joker là, que ce soit chez Mercedes ou Ferrari. Les mécaniciens vont être contents, il n'y aura que du gravier à enlever. Ouais. On rappelle, les 3 virages, la sortie du raidillon, le sommet du raidillon, virage 4, est contrôlé spécifiquement par la FIA. Le virage numéro 9, la descente, le virage avant-pont, lui aussi contrôlé. Et le virage 19 qui est le dernier virage du circuit. On voit les pilotes aller très au large à droite. Dans ces 3 virages, les pilotes doivent garder à minima une roue sur le vibreur. Il y a des graviers partout sur la piste maintenant ici. Merci Charlot. Deuxième secteur sous drapeau jaune. Pour quelle raison? Je pense pour les graviers. And we have some drops at turn 1 and also turn 5. Et quelques gouttes de pluie qui apparaissent dans ces dernières minutes de cette séance d'essai libre. Au virage numéro 1 dit l'ingénieur. La pluie attendue à Spa-Francorchamps pour le reste du week-end. Voyons dans quelle quantité, dans quelle mesure et à quel moment surtout du week-end. C'était Nick. Ouais, bien fait. Nickel, il a relâché les Mick Schumacher qui a freiné un peu tôt, enfin un peu tard, mais bon, ça va, c'est passé. Sur ralenti qui nous permet de profiter du design. Bon, plus que 7 minutes cette séance. Ouais, c'est chouette d'avoir fait ça. Sur les drapeaux de la Formule 1. Voilà, Verstappen, on record dans le secteur 2. Malgré le secteur un peu moins vite. C'est un peu arrivé fort dans le premier virage, enfin dans le dernier virage, pardon. C'est compliqué. Il n'y avait pas d'amélioration au passage de la ligne malgré ce record de deuxième secteur. Avec la pluie, on voit bien là que ça arrive, ça va partout autour. Bon, c'est un peu comme le vent, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir de l'eau dans un virage et pas dans l'autre. Donc c'est un petit peu particulier, c'est un peu désagréable pour le pilote parce qu'on ne sait jamais trop sur quel pied lancer et puis on sait toujours qu'il y a un petit risque en fait parce que votre ingénieur vous dit qu'il pleut un petit peu dans le virage numéro 1, il le voit avec ses yeux, mais c'est pas avec c'est pas la même sensation. Donc c'est toujours un petit peu compliqué d'interpréter ce que doit me dire une personne à l'extérieur. Et vous êtes toujours un petit peu sur le qui-vive, un petit peu sur le danger. Vous devez prendre un risque ou pas. C'est un choix à prendre et c'est jamais très agréable quand on a 300 km. Parlons-en du Mans, Franck Montagny. Belle passerelle proposée par Alpine à l'occasion des 24 heures du Mans qui se sont déroulées le week-end dernier avec la venue. On va écouter Ocon justement, il y était. Eh oui, il voit sur sa visière des gouttes de pluie. Oh, le ciel est sombre. Maintenant. Le nuage qu'il y a, quoi. Et Fernando Alonso bien avoir de la pluie pour les essais de avant que la course ne débute. Fernando Alonso ils seront à 15 h, je vous rappelle. Esteban Ocon au volant de l'Alpine GT4. Et avec cet élément intéressant, parce qu'on est des amoureux de compétition, de grands circuits et de chiffres. Le record de la piste, 3 minutes 14. Ouais. C'est Kamui Kobayashi au volant de la Toyota qui a le record de la piste en qualification il y a quelques années sur un tour sans trafic, ce qui est
pas si facile à obtenir au Mans sur la piste de 13 km. Et Fernando Alonso donc, qui est allé faire un tour de parade. Mais j'ai eu le plaisir, la chance de discuter un tout petit peu avec lui après ce tour et en lui disant mais combien ferait une Formule 1? Il m'a dit là, on a simulé le tour qu'on arriverait à faire avec une Formule 1 aux 24 heures du Mans. Donc le record d'une LMP1 3 minutes 14. Devinez quel temps pourrait faire une Formule 1? 3-10, 3-8. Ouais, plus vite. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. 2 minutes 54 le temps simulé par Alpine. Alors, ouais, c'est pas mal. Fernando Alonso me disait ce serait vraiment un tour ultimate parce que on utiliserait le DRS en permanence et on ne respecterait sans doute pas les consommations d'énergie des systèmes de récupération d'énergie qui sont évidemment très cadrés en F1. Mais si voilà, on faisait le tour ultime de 54. 20 secondes de mieux que le temps réalisé. Là encore une fois, dans le cadre réglementaire de l'LMP1. On va faire 24 heures quand même. Ouais, exactement. Mais incroyable. Alors 20 secondes d'écart avec une LMP1 qui était rapide à l'époque, plus que maintenant, ça paraît beaucoup quand même. Bosselé notamment parce que je sais pas, ça me paraît un peu énorme. Habituellement ouverte à de toute façon, on ne saura sûrement jamais, même si c'est bien que c'était joli de aille au Mans, c'est sûr. Entre endurance et Formule 1. Je rappelle que Fernando Alonso à ce jour est à la fois victorieux en F1, victorieux des 24 heures du Mans, victorieux champion du monde d'endurance et il lui manque Indianapolis. Ah, faut faire un choix là. Ouais, trop tard. No problem. No problem. So stay out. Et il n'a pas voulu contourner le flot. On prend un avertissement pour rien, c'est pas la peine. Il reste 2 minutes, de toute manière il ne serait pas ressorti. Bottas qui va finir cette séance avec le meilleur temps. Je l'ai dit, il est libéré. Il est libéré. Hamilton 18ème. Je vais y aller. Oui, ça va mal pour Lewis Hamilton, 18ème seulement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le titre qui s'envole peut-être. En tout cas de week-end pour Valtteri Bottas, pour Max Verstappen, Pierre Gasly 3e à 2 minutes de la fin de cette séance. On aura l'occasion tout au long de ce week-end avec vous Franck Montagny, avec Romain Grosjean qui nous rejoindra demain. Oh là aussi, attention au mouvement. Romain Grosjean sera présent sur les antennes de Canal+ à compter des qualifications et de la course. Il était pressé de rentrer au stand, Carlos Sainz. Donc Grosjean va commenter, c'est bien ça qu'il a dit? Les écuries qui ont légèrement tourné en position d'arrêt au stand. Villeneuve n'est pas là ce week-end en fait. Toutes ne rentrent pas. Enfin, ils sont passés par la voie des stands. Petite procédure de départ, sortie de voie des stands. Juste la même idée sur la fin. Salut Jeslo. Comme tendre, remarque c'est normal, on va pas utiliser le pneu neuf dans ce jeu, on va attendre. Là, on peut dire bonjour à Laurent Dupin à droite. Alors, elle a un peu faussé cette procédure de départ parce que là on est en descente en fait. Et sur le vrai départ, on n'est pas du tout en descente. On est plutôt même en montée un petit peu. Donc c'est un petit peu à l'envers. Là il doit se dire à Hamilton, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il part pas? Parce que lui il a déjà chargé là. Là il est obligé de relâcher. Ah, oui. Wow. Toujours cette main en haut à gauche. Oui. Un mauvais départ. Il n'y était pas. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il voulait se caler sur l'impulsion de la Ferrari pour lui aussi démarrer. Possible. Mais elle a été longue la procédure de la Ferrari, trop longue en tout cas pour qu'Hamilton attende et il a relâché. Et beaucoup de tours moteur aussi, il y avait 9000 tours. Cette séance qui s'achève maintenant, le drapeau à damier présenté sur la ligne d'arrivée. Et Lance Stroll sera le premier à prendre ce drapeau à damier. Stroll lui aussi, comme Bottas, pénalisé de 5 places sur la grille de départ dimanche. J'en profite pour vous rappeler les différents rendez-vous de l'antenne. Aujourd'hui, 13h40, la séance de qualification de la F3 que vous allez pouvoir suivre en compagnie d'Antoine Arlot et de Morgane Caron. 13h50 sur Canal+ Sport. 14h40, la F1, deuxième séance d'essai libre à vivre tout à l'heure sur Canal+ Sport toujours. Et puis demain, vous retrouverez la F3, la Formule 1, les W Series en fin d'après-midi avec Guénaël Longy et Pierre Combeau. Bien sûr, les courses de F3 également.
Et puis dimanche, la Formule 1 dès 14h sur l'antenne de Canal Plus décalé, Canal Plus Sport Week-end. Le Grand Prix à vivre à partir de 14h55 sur Canal Plus, suivi de Formula One. Et l'homme le plus rapide donc. Bon, et ben voilà, hein, c'est terminé pour cette séance numéro 1. Pas très passionnante, même s'il y a eu quelques frayeurs, on va dire, pour certains pilotes, c'est vrai. Maintenant, on va voir s'il pleut tout à l'heure ou pas pour la séance numéro 2, qui aura lieu à 15h. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure, du coup, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, évidemment. Allez, je vous laisse et je vous dis un peu avant 15h, tout à l'heure. Bye bye.